Salut et bienvenue sur Crafting Athletes. On se retrouve pour ce deuxième podcast. Donc dans le podcast précédent, on a parlé de principes de l'entraînement. Aujourd'hui, on va vraiment vous parler de volume et intensité. Je suis avec Sacha encore une fois. Salut à tous. Voilà, donc en fait, le volume et l'intensité, c'est vraiment les deux clés principales de ton entraînement. Donc on va vraiment avoir des adaptations physiologiques qui peuvent être générées par ces deux variables, qui peuvent être totalement différentes et qui vont vraiment différer en fonction de la dose qu'on accorde à celle-ci. Il y a certains entraîneurs anglais qui disent que le volume et l'intensité, c'est un peu comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas très bien, ça va pas bien ensemble, donc ça veut dire qu'il faut arriver à être très précis dans ce que tu fais ou ce que tu proposes si tu es un coach pour pouvoir être dans le bon et pas faire de bêtises, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je viens couper l'écoute de ce podcast pendant une petite trentaine de secondes, c'est juste une brève info pour vous dire qu'en fait, on va vous inviter sérieusement à vous abonner à notre newsletter du podcast. Pourquoi? Vous allez recevoir un mail chaque fois qu'un podcast se sort, donc plus ou moins toutes les 2 semaines. Mais surtout, très important, dans ce mail-là, on va vous apporter un maximum de valeur. Ça veut dire qu'on va venir apporter des compléments d'information au podcast qu'on vous a envoyé. Et surtout, les gars, pour le podcast 4, donc qui est sur la force, qui nous a pris vraiment énormément de temps à écrire, on vous sort le PDF gratuitement, donc il sera disponible dans le mail de la newsletter. Plus ou moins une trentaine de pages avec théorie, pratique, méthode et principes des entraînements des différentes qualités de force. Donc vraiment, on s'est dit que c'était de la valeur ajoutée de dingue pour vous. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter. Donc soit en lien sur nos Instagram, soit bien simplement le lien, on mettra le lien de la newsletter sur le podcast. Comme ça, vous pouvez vous abonner facilement. Et voilà. Bonne écoute. Donc je vais laisser Sacha définir le volume. On va commencer du coup par cette première composante qui va être le volume. Donc en gros, le volume, c'est tout simplement la quantité totale de travail qu'on va réaliser durant un entraînement. Et comment est-ce que ça va se quantifier? Ça va se calculer tout simplement par le travail total mécanique qu'on va avoir si on pratique plutôt un sport de force, comme le power, l'haltéro, etc. Ou même juste si on va en salle de musculation pour faire un peu de body. Et il va se quantifier aussi sous forme de kilométrage si on fait plutôt un sport d'endurance. Donc si on fait plutôt du ski, de la course à pied, de la natation, même si on est triathlète, on va pouvoir du coup tout mettre ensemble au niveau des kilomètres parcourus, au niveau de la charge de travail en termes de volume total sur la séance pour vraiment calculer ce volume. Alors, si je peux donner d'autres exemples, ça peut être aussi le nombre de répétitions ou le nombre de séries qu'on va faire lorsqu'on est en salle de sport. Et donc, on va avoir à chaque fois un calcul qui sera de plus en plus précis en fonction de ce qu'on veut. Donc, on peut très bien se concentrer uniquement sur le nombre de sets, donc sur le nombre de séries, mais qui sera déjà moins précis que si on se concentrait sur le nombre de séries et le nombre de répétitions. Et qui va être encore moins précis que si on se concentrait sur le nombre de séries, le nombre de répétitions, et puis la charge qu'on va utiliser durant l'entraînement. Pour vraiment avoir un tonnage, donc on appelle ça vraiment le tonnage qu'on va avoir durant une séance pour le volume total. Et c'est super important pour éviter le surentraînement, pour avoir toujours un suivi et une progression qui soit vraiment progressive. Ça dépend comment tu veux organiser ton entraînement. Hein. Si tu as besoin d'être extrêmement précis, tu vas devoir utiliser des choses un peu plus précises, etc. Ouais. Mais voilà, c'est clair. Moi, je vais définir l'intensité. Donc en fait, l'intensité, c'est la dose d'effort auquel tu vas réaliser ton volume. Donc en fait, on peut parler dans certaines méthodes, on peut parler de pourcentage de l'effort maximal. Donc ça veut dire que pour un certain volume, imaginons que Sacha et moi soyons tous les deux en salle de musculation, on va tous les deux manipuler une charge. Et ben pour lui, l'intensité sera peut-être moins élevée que pour moi parce qu'il est un peu plus fort sur cet exercice-là. Et donc ça veut dire que moi, je suis plus haut en pourcentage de mon effort maximal. Donc vraiment, l'intensité, c'est arriver à quantifier le pourcentage d'effort maximal, donc même ça peut être la même chose pour la course, etc., avec simplement le rythme auquel tu cours, pourcentage de VMA aussi, etc. Il y a pas mal de choses il y a pas mal de méthodes pour qualifier l'intensité, mais voilà, on va vraiment dire que du coup l'intensité c'est la dose d'effort, c'est ta dose d'effort, donc ton pourcentage de l'effort maximal. Voilà. On va un petit peu discuter parce que pas mal de gens qui tolèrent soit un petit peu plus le volume, soit un petit peu plus l'intensité. Je pense que ça peut dépendre un petit peu du type de profil de personne. Moi, à titre informatif, je sais quand j'étais un petit peu plus jeune, tout ce qui était au niveau d'intensité très élevé pour le travail en salle de musculation, ça me mettait vraiment HS. Maintenant, l'intensité, ça va, je trouve que je la tolère mieux. Par contre, tout ce qui est volume, quand il y a énormément de volume d'entraînement, etc., j'ai tendance à avoir un peu plus de mal.
ça me fatigue beaucoup plus qu'avant. Après, mon gars, maintenant, on commence à bosser un peu plus aussi. À l'époque, c'était la belle vie, il y avait juste l'école, on devait se concentrer uniquement là-dessus. Et puis après, on allait faire notre petite séance en salle de muscu. On avait moins de stress aussi Ouais, c'est clair. à accumuler. Donc, en fait, c'est toutes des choses qui peuvent jouer et qui peuvent vraiment influencer la perception qu'on a. Mhm. La perception qu'on a de la difficulté de la séance. Donc ouais, en effet, moi aussi, c'était un peu comme toi à l'époque. Le volume, ça va. Je l'encaissais bien, mais bon, voilà. Étant donné qu'on commençait aussi peut-être en salle de sport, en muscu, et puis dans nos sports spécifiques, on gérait un peu moins l'intensité parce qu'on avait aussi un peu moins de coordination. Et d'ailleurs, la coordination, on va en parler juste après, mais c'est super important pour pouvoir gérer tout ça, quoi. Les deux autres c'est clair. variables. Alors du coup, on va vous parler des adaptations générées par l'augmentation du volume. Donc, dans la programmation d'entraînement, on va pouvoir jouer sur deux variables qui sont le volume et l'intensité, comme on en parle depuis le début. Et ces deux variables, elles vont vraiment pouvoir nous permettre de générer des adaptations physiologiques qui sont complètement différentes. Et donc le volume, c'est très intéressant pour l'hypertrophie musculaire. Donc voilà, il faut savoir que plus tu veux avoir de masse musculaire, plus tu veux travailler ta masse musculaire, plus il va être intéressant d'avoir un volume de travail élevé, qui se fera avec une augmentation progressive, bien évidemment. Mais je vais parler d'une certaine recommandation du coup d'Eric Helm. Donc il faut savoir que dans son livre The Muscle and Strength Pyramid, il recommande d'avoir entre 40 et 70 répétitions par groupe musculaire et par session d'entraînement. Et dans la semaine, ça monte à 80 à 210 répétitions par groupe musculaire dans la semaine. Ce qui est aussi très intéressant, évidemment, c'est qu'il faut rester progressif. On ne passe pas de 40 à 210 répétitions dans la semaine, ça se fait progressivement. Mais généralement, plus on s'entraîne, plus on va avoir de chances de pouvoir prendre en masse musculaire. Mais il faut aussi savoir que les adaptations dues au volume de l'augmentation du volume de travail, elles ont un schéma en U inversé. C'est-à-dire que plus je travaille, ça va être très intéressant jusqu'au moment où en fait je redescends mon U. Donc ça veut dire que plus je vais travailler, et ben en fait je vais pas être capable de récupérer de cet entraînement-là. Surcharge, ouais. Ouais, Surcharge. C'est une surcharge. Et après, au final, au lieu de progresser, ça réduit la progression. C'est vraiment contre-productif, c'est ça. C'est une régression. On s'est trop entraîné pour ce dont on était capable de récupérer, et donc ça devient un peu néfaste, quoi. Donc il faut arriver à trouver le sweet spot. Lui, il parle d'une petite phrase en anglais à nouveau, c'est do enough progress, not as much as possible, increase well plateaued, plateaued, if you are recovering well. Donc il te dit vraiment, ok, tu dois le faire assez pour progresser, mais pas en faire le plus possible. Il faut juste que du coup, tu dois augmenter le volume quand tu atteins un certain plateau et si tu arrives à bien récupérer. Et je trouve ça vachement intéressant. Parce que les adaptations dues à l'entraînement du volume, elles vont aussi te permettre d'avoir une meilleure récupération. Que ce soit en hypertrophie ou en course, ça veut dire que tu vas pouvoir augmenter ta capacité de travail. Et donc, plus ta capacité de travail augmente, et ben, quand tu vas travailler à un certain niveau, et ben, vu que ta capacité de travail a augmenté, tu seras un petit peu plus bas. Et donc, en fait, c'est ce qui va te permettre d'avoir une meilleure réaction aux phases d'augmentation de l'intensité. Et donc, aussi une meilleure performance. Parce que vu que ta capacité de travail a augmenté, tu récupères mieux, etc. Et le corps, effectivement, c'est ça en fait. Le corps réagit par rapport à cette capacité qui augmente. Et donc, il va booster aussi sa façon de récupérer. Ouais, c'est clair. Comme en fait, on met vraiment le corps sous stress et on catalyse énormément, le corps, derrière, il doit fournir les efforts nécessaires pour pouvoir re-anaboliser, remétaboliser un petit peu tout ça pour reconstruire tout ce qu'il y a derrière. Et ce volume, il sert vraiment à ça, quoi. C'est vraiment un boost ensuite pour pouvoir récupérer de façon optimale. Ouais, puis comme on vous l'a dit, attention, toujours une relation de U inversée, c'est que cette augmentation du volume doit être progressive. Une augmentation trop abrupte de la charge d'entraînement, ce serait négatif pour ta performance et pour tout ce qui est risque de fatigue, de blessure, etc. Ouais. Alors, ça du coup, c'était en effet un premier point positif pour le volume. Qu'est-ce que ça engendre? Donc l'hypertrophie musculaire. Et là maintenant, on va parler un petit peu d'une autre adaptation qui est un peu plus complexe, mais au final pas tant que ça. C'est les adaptations neuromotrices et corticales. Donc ça veut dire quoi tout ça? Là du coup on va faire un petit tour dans le cerveau pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais il faut savoir que la coordination, elle se crée par la répétition. Là je crois que je vous apprends rien du tout. C'est quelque chose qu'on peut apercevoir non seulement dans le sport, mais même dans
tout à fait autre chose. Si je prends l'exemple de la musique, par exemple, on peut l'observer pour une personne qui va commencer à jouer de la musique versus une personne qui jouera de la musique depuis très très longtemps et qui en fera même peut-être son métier en tant que pro plus tard. Une personne qui va commencer à jouer du piano va facilement s'en mêler les pinceaux, tandis qu'une personne qui jouera depuis longtemps, elle aura la connaissance de l'instrument et pourra faire ça sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Et, et donc, il y a un livre qui est assez intéressant que je vous conseille de lire. Il faut que je récupère un petit peu le nom de l'auteur. Ouais, c'était Todd Hargrove. Donc, Todd Hargrove, il a écrit un livre qui s'appelle A Guide to Better Movement, qui est hyper intéressant pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du cerveau à force de répéter quelque chose. Et, et il explique bien et il image bien en fait les différentes zones du cerveau qui s'appellent les mappes corticales qui se développent au fur et à mesure de répéter un mouvement. Il y a un psychologue canadien qui s'appelle Donald Hebb qui a dit une phrase qui s'appelle « Neurons that fire together, wires together ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les neurones qui se déclenchent ensemble, ils se connectent. Et c'est à force de répéter un mouvement qui va stimuler des neurones qui sont proches, qui vont créer vraiment cette connexion, qui permettra d'avoir une meilleure coordination par rapport à ce mouvement. C'est vraiment la capacité en fait d'un neurone à exciter un autre neurone. Et qui dépend du coup de la force de leur connexion synaptique. Et c'est ouf parce que généralement un débutant en musculation qui veut simplement prendre de la masse musculaire au début, sur les 6 à 8 premières semaines, il ne fera pas vraiment de gains en masse musculaire, mais il fera des gains sensorimoteurs. C'est vraiment juste les neurones qui vont apprendre à se connecter, travailler ensemble pour développer un nouveau pattern, un nouveau schéma de mouvement. Et au final, pour les 2 premiers mois, il ne se passe pas grand-chose en termes d'hypertrophie, mais par contre, en termes d'adaptation neurocorticale, etc., là, c'est super intéressant. Le corps apprend un nouveau mouvement et donc on devient simplement plus fort parce qu'on connaît mieux le mouvement et parce qu'on est plus habitué et que du coup, le corps s'adapte à ce mouvement-là. Total. C'est ça aussi la beauté, de quand on commence quelque chose, c'est toujours plus agréable parce qu'on voit que les progrès sont 10 fois plus élevés que lorsque tu fais quelque chose depuis très longtemps. Parce que les premières adaptations sont les plus fortes et sont les plus représentatives à l'œil nu, quoi. C'est clair. Tu vas mettre une personne qui va commencer le bench, les bras vont bouger dans tous les sens. Il va y avoir une perte de contrôle totale. Une balançoire. Il va y avoir une perte de contrôle totale par rapport au mouvement. Et cette personne-là risque d'être un petit peu perturbée au début en se disant mais en fait, je suis complètement nul à ce mouvement, je mets pas très lourd sur ma barre. Si tu mets pas très lourd sur la barre, c'est pas parce que tu es nul ou que tu as un manque de force, c'est juste que tu n'es pas encore habitué. Ton cerveau, il connaît pas encore le mouvement. C'est clair. Et bien se mettre dans la tête que ça va venir petit à petit, quoi. Et au contraire, si on prend l'effet totalement inverse, pour continuer un petit peu là-dessus, on peut avoir un truc qui s'appelle l'amnésie sensorimotrice. Et donc là, je reprends cette fameuse phrase qui dit « use it or lose it ». Donc c'est le fait de répéter un mouvement pour continuer à entretenir ces connexions synaptiques au risque... et si on ne le fait pas, en fait, on risque tout simplement de perdre ces connexions et donc de devenir moins apte à pouvoir contrôler un mouvement, avoir un mouvement coordonné. Donc le volume est super intéressant, non seulement pour construire du muscle, mais aussi pour avoir un maximum d'adaptation cérébrale par rapport à ça. Tac. Ouais. Du coup, on va passer à la suite. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Ah, t'avais une chouette anecdote avec des chercheurs qui ont cousu les doigts d'un singe. Ça peut être vachement intéressant, ça, je pense. Ouais, franchement, ça, c'est un truc qui est assez dingue. En fait, y a des chercheurs qui ont cousu les 2 doigts d'un singe pour qu'ils puissent travailler que sous une seule unité. Ils ont découvert par contre qu'après un certain temps, les microélectrodes en fait, ont révélé que les 2 doigts étaient maintenant complètement mappés sous une seule et même unité dans le cerveau. Donc c'est assez fou de se dire que comme le singe, en fait, il a passé tout le temps du temps à faire tout avec ses 2 doigts en même temps, le cerveau, au niveau des mappes corticales, a complètement rassemblé ces 2 unités. Et donc en fait, il y a une map qui est très connue. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais donc c'est vraiment un schéma. Si on regarde vraiment dans les études de neuroplasticité, qui reprend certaines parties du corps qui sont beaucoup plus distinctes les unes que les autres au niveau de ce schéma par rapport à la sensibilité neuromotrice. Donc, et puis cette sensibilité tout simplement par rapport au toucher, par rapport aux sensations.
Si on prend l'exemple tout simplement de l'être humain, sur cette map, on va apercevoir une personne qui aura des énormes lèvres par rapport Ah oui, je à, vois. tu vois, cette map, Ouais, hein, je par vois la map. rapport par exemple Pardon. au dos de la main ou à d'autres parties du corps qui sont beaucoup moins sensibles au toucher. Et donc voilà, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est toujours intéressant de s'apercevoir un petit peu quelles zones sont les plus sensibles par rapport aux sensations, en fait, tout simplement. Et du coup, si on fait le lien avec ce point, avec la programmation de l'entraînement et du coup cette phase de volume, on va parler pour les débutants, c'est qu'il est très important de passer du temps déjà sur pas mal de mouvements, mais aussi vouloir bien répéter ces mouvements avant de vouloir euh, tout de suite enchaîner avec des cycles qui contiennent plus d'intensité. Vraiment au début, ce qui est très important, c'est euh, le contrôle moteur, avoir un bon mouvement, être propre avant de vouloir charger, parce qu'il y a pas mal du temps, les débutants, ils veulent tout de suite charger, charger, charger. Ouais. Mais je vous assure qu'ils vont vraiment vouloir bien se donner le temps et ça marchera beaucoup mieux. Sinon, c'est la blessure. Et là, on est reparti pour recommencer depuis le début. Donc, soyez vraiment patient par rapport à ça. On a parlé du volume pour l'hypertrophie, du volume pour les adaptations neuromotrices et corticales. Maintenant, on va vous parler du volume pour les sports d'endurance. Bah, il faut savoir que le volume, ça a une très grande importance pour la progression, parce que généralement, les sports d'endurance, bah, c'est purement dans la majeure partie des cas, c'est purement des sports de volume. Hein, les 20 km, des marathons, etc., des trails, des triathlons, des Ironman, c'est vraiment des sports à grosse dominante de volume. Et donc, ça veut dire que si tu veux vraiment être bon là-dessus, il suffit pas de courir 30 minutes tous les 2 jours pour devenir bon. Il faut aussi savoir bien organiser son entraînement. Et je pense que dans des sports comme ça, le volume d'entraînement, c'est vraiment la variable qui est clé parce Ah que oui, c'est c'est clair. vraiment. Mais Il c'est bouffe de la charge d'entraînement en termes de volume, c'est la c'est impressionnant. spécificité, hein. C'est la C'est ça. spécificité, encore une fois. Il faut toujours être spécifique par rapport au sport que l'on pratique. Euh, Si on fait du sprint, peut-être qu'on passera un peu moins de temps sur volume et plus sur intensité. Tandis que si on fait un sport d'endurance qui sera plus comme du trail ou bien un marathon, un marathonien va passer beaucoup plus de temps sur l'endurance, à vraiment créer un volume dans ses pattes pour pouvoir ensuite effectuer ces échéances qui sont chargées en termes de kilométrage, quoi. Mhm. C'est clair. Et puis en s'entraînant en aérobie, on va pouvoir aussi créer des nouvelles des petites artères, etc., qui peuvent aussi se créer pour fluidifier l'apport sanguin pour tout ce qui est muscle, etc. Il y a vraiment pas mal d'adaptations qui se font aussi. Les mitochondries, ouais, on Euh, va pouvoir créer des mitochondries en masse pour ensuite apporter beaucoup plus d'énergie effectivement au sein du muscle Il y a même plus avec le il y a volume, même quoi. des petits segments d'artères qui se créent un petit peu en plus, tu sais, des petites veines, etc., qui vont se créer pour maximiser l'apport sanguin à tout le Mm. corps, etc. Comme tu dis, les mitochondries aussi vont mieux fonctionner. Je sais pas si. Il y en a qui se créent aussi. Bah oui, les mitochondries se multiplient, hein. Ah, dans un Donc, la cellule, ouais, ouais. ok. Non seulement, on va dire, une multiplication des. Bah, si on parle vraiment intracellulaire, après, extracellulaire au niveau des différentes structures qu'il y a autour de la cellule, il y a aussi des adaptations qui se passent, mais Ok. donc, de façon intracellulaire, il y a beaucoup d'adaptations au niveau de la mitochondrie, que ce soit au Ouais. niveau de la multiplication, donc au Ok, niveau de la ça tu quantité. m'apprends un truc. Je pensais qu'il y avait un meilleur rendement au sein des mitochondries, mais pas que du coup qu'elles se multiplient. Ok. Bah, c'est pour ça que c'est à ça que sert ce podcast. Hein, Elle se multiplie, et aussi, ouais, c'est ça, c'est le partage de connaissances, mais aussi, elle gagne aussi en puissance de ouais, c'est développement ça. Ouais, quasi, quoi. ouais, Donc, clairement. Ça je savais. Ouais, ouais. Ok, du coup elles se c'est multiplient aussi. Ok, c'est ouais, vachement ouais, ouais. intéressant. Ok. C'est comme si tu avais plein de gros camions Ouais, ouais. que tu remplissais du coup de. Enfin, t'as soit l'opportunité de multiplier le nombre de petits camions qui vont apporter Mm. l'énergie jusqu'au niveau du muscle, ou soit tu as l'opportunité de leur mettre un moteur V12 Mm. à chacun pour apporter un maximum d'énergie le plus Ouais. rapidement possible au niveau du muscle, quoi. Et puis tu as aussi des adaptations au niveau du cœur. Hein, donc c'est vraiment tout ce qui est entraînement en volume à une certaine intensité va permettre d'avoir un plus gros volume d'éjection systolique. Donc à chaque fois que ton cœur se contracte, il va pouvoir avant de se contracter, emmagasiner plus de sang à chaque contraction pour pouvoir l'envoyer. Donc c'est aussi, il y a pas mal d'adaptations dans tout le corps, hein, que ce Ouais. soit au niveau des mitochondries, donc des cellules, au niveau de l'acheminement de l'oxygène à tes muscles, au niveau de ton cœur, etc. C'est vachement intéressant. Je pense même que c'est encore plus intéressant et plus fascinant les adaptations à l'endurance, parce qu'au final ça touche tellement tout notre corps. Parce que je trouve que Ouais, ouais. on est fait un peu tu sais, pour courir ou en tout cas faire des épreuves qui durent super longtemps. C'est pour ça que tu as des mecs qui sont capables de courir 180 km en trail sans dormir, tu vois. Enfin, c'est des trucs De de base, on malade. est des chasseurs-cueilleurs, Ouais, c'est hein. ça. On est fait pour parcourir des grandes distances, pour Mhm. trouver de la nourriture.
Et c'est ça qui. Donc c'est impressionnant à quel point parfois on fou, peut avoir des adaptations super vite. Moi je suis toujours fasciné à chaque fois à quel point ça peut aller vite quand tu t'entraînes proprement et à quel point en quelques mois tu peux courir un marathon alors que t'as pas couru avant. Bon, sauf si t'es en surpoids, etc. Il y a d'autres étapes, mais Et au contraire, mec, à quel point tu peux perdre aussi que ça, quoi. Enfin, ouais, c'est fou, hein, mais c'est si dingue. t'arrêtes, la désadaptation est vraiment présente, hein. Mm. Et ce qui est fou, c'est vraiment de se dire qu'à la base, on parcourt des kilomètres, des distances qui sont démesurées pour aller, pour juste satisfaire des besoins qui sont primaires. Mm. Si on revient vraiment à l'époque où on était chasseurs-cueilleurs, et puis c'est quelque chose qui s'est perdu au cours Ouais. du temps. On est devenu des sédentaires, mon gars, mais on bouge plus. C'est clair. Il y a des personnes qui font maximum 1000 pas par jour. Ouais, c'est ouf. Enfin, Hein. même pas, mais c'est fou. Mm. Et tu restes. Bah voilà, c'est le problème de la mondialisation actuelle avec des métiers qui nous poussent à rester toujours autant assis sur une chaise. Et, bon, voilà. C'est une parenthèse, mais qui a son importance. Pensez vraiment à bouger et pas oublier d'où on vient, quoi. C'est vraiment c'est indispensable. Ouais, c'est clair. Bah, donc voilà, c'est super intéressant les adaptations pour les adaptations du volume pour tout ce qui est aspect aérobie. Moi je trouve ça super fascinant. Ouais, si on revient à nos moutons, ouais, Ouais. c'est Mais pour ça c'est qu'on clair. va- Bah t'inquiète, c'est bien, les gens, ça on leur donne des trucs. On va Ouais. parler maintenant des adaptations générées par l'augmentation de l'intensité. Donc on va parler de l'intensité pour les adaptations en force. Alors, on a parlé du volume pour l'hypertrophie musculaire. Maintenant, on va parler de l'intensité pour les adaptations en force. Donc, concernant la force, l'intensité, c'est vraiment la variable la plus importante afin de pouvoir générer des adaptations physiologiques. Il faut savoir que c'est ton système nerveux qui va te permettre de recruter tes muscles et qui va vraiment pouvoir te permettre d'exprimer ta force. Une fois que ton système nerveux est entraîné sur le mouvement, comme on l'a dit avec les débutants, etc. en salle, au début, il faut y aller tranquille, pas vouloir charger trop, mais avoir un mouvement propre. Et bien donc, une fois que ton système nerveux est entraîné sur un mouvement, et ben, il va te permettre d'exploiter tout ton potentiel de force. J'explique ça souvent au rugby. Il y a pas mal de mecs qui me demandent oui, mais comment ça se passe tu sais, pour devenir plus fort, quelles sont les adaptations, je comprends pas trop, parce que je ne fais pas beaucoup de répétitions. Donc je leur explique toujours l'image de la mêlée. Ça veut dire que du coup, la force, donc si tu compares ça à une mêlée, il faut avoir le pack le plus gros possible, entre guillemets, parce que ça va correspondre à ton nerf de section. Donc ça veut dire que si ton nerf AIRE, pas nerf NERF, donc ton nerf de section, donc en fait ça va vraiment de la longueur de ton Ah oui, segment c'est ça, musculaire, Ok, la d'accord. surface, Ouais. la surface musculaire, parce que tout simplement, plus ton muscle est développé, plus tu as de potentiel de force. Mais après, du coup, pour ramener ça à l'image de la mêlée, tu as beau avoir le pack le plus gros, si tu as ton 5 de base qui n'est pas coordonné, qui ne pousse pas ensemble, qui ne sont pas bien liés, etc., donc qui ne sont pas synchronisés comme il faut, ça va pas fonctionner. Ouais. Si les piliers d'en face sont un peu plus bas, etc. Enfin bref, on rentre pas dans les détails, machin. Et puis surtout, je suis pas un spécialiste de la mêlée. Mais voilà, j'aime bien utiliser cette image-là pour mes joueurs de rugby parce que généralement, ils comprennent assez. Donc ça veut dire qu'il faut être, entre guillemets, si tu veux être super fort. C'est excellent, Ouais. j'adore cette C'est ouf, hein. métaphore. C'est Et en trop bien. plus, quand tu es dans le monde du Trop, rugby, trop ils captent direct. Donc il faut être le plus balèze possible, en gros. Et ensuite que ton système nerveux sache bien coordonner tes fibres musculaires et que tout s'active, comme tu disais, en même temps pour que tout aille dans la même direction. Parce que si tu es super balèze mais t'as jamais entraîné ton système nerveux, ça ne marchera pas. C'est pour ça que les bodybuilders, ils sont un peu moins forts que des mecs qui font du power, etc. Mais tu as des bodybuilders qui sont super costauds aussi, quoi, parce qu'ils font de la Ouais. force et ils aiment bien. Et du coup, après, vu qu'ils sont super costauds, bah, ils sont très 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 forts, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Donc, ça veut dire que si je veux augmenter ma force, il va falloir d'abord que, évidemment, j'ai fait pas mal de volume pour avoir des adaptations en hypertrophie musculaire. Mais pour entraîner mon système nerveux, je vais devoir rentrer dans un objectif de phase d'intensification. Donc, ça va être une phase d'entraînement où l'intensité va augmenter et pour entraîner ton système nerveux. Mais comment est-ce qu'il s'adapte du coup ton système nerveux? Eh ben, tu vas avoir une coordination inter- et intramusculaire, donc des coordinations des unités motrices au sein de ton muscle et au sein des autres muscles qui travaillent aussi. Tu vas avoir une augmentation du recrutement des unités Ça, motrices. donc c'est à l'intérieur du muscle, au niveau des Ouais. unités motrices, et puis entre les Entre différents les- groupes musculaires ouais. pour pouvoir produire un peu plus de C'est force. ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et ensuite, tu as une augmentation du recrutement des unités motrices. Ça veut dire que plus je suis entraîné, plus mon corps va se dire ok, là, ça devient vraiment difficile, je dois vraiment recruter toutes mes capacités. Donc, on va recruter de plus en plus d'unités motrices au sein du même muscle et au sein des autres muscles aussi qui travaillent. Et on va avoir une augmentation de la conduction nerveuse. Donc, en anglais, on parle de sommation temporelle, etc. Mais ça, j'en reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc, comme Sacha vous en a parlé tout à l'heure, pardon, il y a d'abord une meilleure coordination des unités motrices.
On a parlé de l'exemple des débutants en musculation, etc. Les barres qui bougent dans tous les sens. Comme on vous a dit au début, on met 6 à 8 semaines avant d'avoir des adaptations en hypertrophie, tout simplement parce que c'est le système nerveux qui s'adapte. On va parler du coup de l'augmentation du recrutement des unités motrices. Donc en fait, c'est ce principe, donc on parle de principe de taille. Donc ce principe stipule que le recrutement des unités motrices se fait en fonction de leur taille et de leur excitabilité. Donc le corps en général, il est un peu fainéant, il va rechercher l'optimisation d'énergie. Donc au début d'un effort, on va d'abord recruter les petites unités motrices qui sont facilement excitables. Et ensuite, plus l'effort devient dur, etc., plus le corps va avoir besoin d'aller rechercher un- des unités motrices qui sont plus grosses et donc qui sont capables de produire plus de force. Donc en fait, le corps va s'adapter encore une fois au type d'effort qu'il doit fournir en choisissant les ressources qu'il a à sa disposition. Mhm. C'est trop marrant parce que ça me fait penser à un exemple. Quand j'avais fait un séminaire FRC en Angleterre et t'avais le gars qui donnait la formation. Je crois que, comment il s'appelle, c'est Hunter quelque chose. Le mec, c'est un chewing-gum. Le gars, tu peux le tordre dans tous les sens. Il est mobile, souple, tout ce que tu veux, c'est fou. Et il a toujours été super impressionnant par rapport à ses démonstrations. Mais il avait vraiment cette capacité à imager les choses pour que tu puisses comprendre encore mieux, quoi. Et comme FRC se base énormément sur l'influx nerveux, donc Mhm. en anglais Neural Drive, que tu vas mettre jusqu'au niveau de l'unité motrice pour pouvoir contracter un muscle convenablement, et que c'est toute une question de contrôle par rapport à ça. Il imageait ça en donnant l'exemple d'un bic qui était posé sur une table. Et il disait, alors imaginez si maintenant vous aviez aucun contrôle par rapport à votre système nerveux pour manipuler des objets de la vie de tous les jours ou juste prendre un bic sur cette table, ça donnerait ça. Et donc le gars il arrive, il prend le bic et il le balance genre 50 mètres plus loin derrière lui pour bien imaginer Ouais. le fait qu'il n'a pas contrôlé en fait Ouais. son influx nerveux par rapport à cette tâche demandée. Et donc le corps, à force de répéter du coup quelque chose, il va pouvoir s'habituer à envoyer le bon influx Ouais. nerveux avec la bonne puissance. C'est marrant parce que tu parles de ça, j'imagine, je pense à l'exemple du serveur qui a un plateau en main, tu sais. Tu Ouais, vois, un plateau avec des bières ou avec des. Et quand, tu sais, quand tu lui retires le plateau ou quand tu lui rajoutes des trucs, on arrive à un instant. Parce que sinon, si t'as pas de contrôle, comme avec l'image du bic, ouais, le plateau, soit il volerait par terre, soit il irait au ouais, plafond, ouais, tu vois. clair, clair, ouais, de ouf. Tu vois. Et on arrive presque instantanément à avoir un meilleur contrôle là-dessus. Et tu vois, tu mets un mec qui a jamais été serveur, le plateau, il va en renverser je sais pas combien au début, Ouais, quoi. c'est ça. Et alors qu'après, les mecs sont capables de faire des trucs de fou. Ils arrivent avec 25 bières, plus 3 plats et tout, et rien Ouais. qui tombe et tout. C'est impressionnant. Toi, tu fais ta vaisselle avec une assiette, tu Ouais. la casses en 1000 morceaux, t'es là, bon, ok. Il y a des progrès à faire. Mais donc voilà, c'est intéressant de voir que, en fait, finalement, tout est lié. C'est la même chose pour les tâches de la vie de tous les jours que pour les choses en salle de musculation. Mm. Et donc, c'est répéter un mouvement avec pas mal de volume, et puis ensuite mettre progressivement l'intensité pour pouvoir, lorsqu'on arrive vraiment à bien doser ce recrutement d'unités motrices, quoi. Ouais, c'est clair. Et je vais parler du dernier petit point, l'augmentation de la conduction nerveuse, donc la sommation temporelle. En anglais, on parle de rate coding. Donc la sommation temporelle, c'est le principe de fréquence des stimulations nerveuses. Donc on parle de fréquence de l'influx nerveux. Et donc en fait, c'est l'activité corticale qu'on impose aux unités motrices. Et donc en fait, une meilleure fréquence euh, de l'influx nerveux implique des meilleurs taux de force puisqu'il n'y a pas de dépolarisation de la membrane. Et donc ce qui en résulte en une meilleure coordination intramusculaire, donc au sein du même muscle. Et donc il faut savoir que suite à un entraînement balistique, on peut arriver à travailler sur ce qu'on appelle donc le rate coding, donc la sommation temporelle. Donc on arrive à euh, améliorer notre fréquence d'influx nerveux. Donc plus on a un influx nerveux élevé, etc., donc on va pouvoir du coup travailler sur le RFD, donc l'explosivité, qui sera bien meilleure. Et donc on va voir, puisqu'on a un meilleur recrutement des unités motrices dans un laps de temps très court. Donc ça c'est très Ouais. intéressant. Là on est purement sur de l'explosivité en travaillant sur le rate coding, c'est vraiment aussi très intéressant. Donc voilà, je sais pas si Sacha a C'est quelque chose à bah, dire. c'est beaucoup de termes peut-être compliqués pour les personnes qui ne connaissent pas encore exactement ce que chacun des termes signifie. Mais pour faire très simple, c'est tout simplement en fait la puissance et la qualité de l'influx nerveux qu'on va pouvoir C'est développer ça. pour contracter un muscle le plus rapidement possible, de façon la plus efficace possible, Ouais. quoi. Euh, Donc et donc, d'abord on a une synchronisation. Ensuite, on va pouvoir recruter plus d'unités motrices. Et ensuite, on va pouvoir les recruter plus souvent avec une fréquence beaucoup plus élevée de ouais, cet influx c'est nerveux. ça. Euh,
ce qui explique du coup le RFD, comme dit comme m'a dit juste avant Alexandre, qui est le Rate of Force Development, et qui est en fait le taux de force qu'on peut développer en un instant, le plus rapidement possible et de façon la plus efficace, quoi. Donc voilà, c'est un domaine qui est assez large et qui est assez complexe. Mais voilà, je vous invite à creuser un peu plus par rapport à ça. Et ça aide à comprendre un peu mieux les adaptations qu'on a durant l'entraînement, quoi. Que ce soit là, principalement pour les sports à haute intensité, comme les sports de force, ou bien même les sports de vitesse avec des sprints, etc., etc. La répartition de l'intensité en sport d'endurance. Et donc, là, il faudra bien faire attention de dissocier en fait les différents sports d'endurance qu'on peut trouver. Donc, comme Alex et moi, on l'a dit juste avant, on a vraiment cette variable qui est super importante, qui est le volume. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'intensité qui rentre en jeu. En fonction du sport endurance qu'on va faire, l'intensité, elle sera plus ou moins haute. Si je prends par exemple l'exemple d'un marathonien, il va avoir une intensité qui sera relativement constante, parce que si on prend le dénivelé, il sera plat en fait. Comme on est sur du plat, on va pouvoir garder des seuils d'intensité qui seront plus ou moins les mêmes. A contrario d'un gars qui va faire du trail par exemple, et si on prend l'exemple du trail, là il va y avoir quand même pas mal de dénivelé, donc des montées, des descentes ou du plat. Et donc là l'intensité peut varier énormément. Je peux faire carrément tout un épisode pour discuter des différents modèles d'intensification par rapport au sport, entre le modèle de base, le polarisé, le pyramidal, le seuil ou bien même le HIIT. Mais je vais éviter de trop rentrer dans les détails, parce que sinon on est parti pour faire un autre épisode complètement différent, uniquement sur les sports endurance. Mais pour résumer, l'intensification en sport endurance dépend de la spécificité de la discipline. Et il faut bien garder en tête que il y a un système vraiment d'entonnoir qui permet de travailler dans les bonnes zones d'entraînement à l'approche de l'échéance ou de la compétition. Donc en fonction de l'échéance et de la distance de la compétition, on va travailler vraiment sous forme d'entonnoir. Ça veut dire qu'on va commencer par du volume dans tous les cas, pour construire une bonne base, et puis ensuite se diriger vers un programme qui va jouer un peu plus sur les différentes intensités, et où on va être beaucoup plus spécifique par rapport à la discipline. Donc voilà. Après, encore une fois, spécifique à la discipline, l'intensité, à l'approche de l'échéance, va varier d'une discipline à l'autre. Une discipline va mettre beaucoup d'intensité, tandis qu'une autre va en mettre un peu plus, mais sans non plus trop vraiment du type de discipline, hein, comme tu dis. Et puis dans tout ce qui est trail, tu as des montées, donc ça va te demander plus de force que si tu étais sur du plat. Donc une perception de l'effort plus dur. Et puis dans les descentes, tu vas avoir besoin de force excentrique aussi. Puis ça va te demander de mieux gérer ton rythme aussi, parce que vu que tu es en descente, tu accélères. Donc ça veut dire que si tu accélères, tu vas peut-être augmenter ta fréquence cardiaque. Donc c'est pas évident à gérer que si tu étais sur du plat. Donc comme tu dis, il y a vraiment ça peut vraiment aller on peut vraiment parler de tout avec cette thématique de répartition d'intensité en sport d'endurance. Et comme tu dis, on pourrait faire un autre podcast, hein, avec la méthode de base, la méthode pyramidale, seuil, etc. Mais voilà, on va essayer de garder ça simple pour cette fois-ci, et on en reparlera dans... Et gardons en tête le fait que c'est pas parce qu'on fait un sport d'endurance qu'il faut pas faire de renfort, hein. Ça, c'est un gros mythe, et il faut le garder. Et tout ce qui est volume intensité rentre aussi en compte dans les programmes de renforcement, qui doivent être d'application pour des personnes qui font ce genre de renforcement, force, stabilité, etc. Bien sûr, c'est hyper important. Ouais, justement, j'ai encadré une équipe de vélo, hein. Donc on a fait une fois par semaine, même 2 fois pendant la pré-saison, des séances de salle. On a travaillé la force, on a fait un petit peu on a commencé par du volume, on a terminé par de l'intensité, histoire qu'ils aient un peu plus de force, parce qu'ils n'avaient pas vraiment fait beaucoup de salles. Donc j'ai vraiment pris le parti de vouloir maximiser un peu leur force, pour que ça se ressente un peu sur le vélo. Il y a des retours positifs, donc c'est assez chouette. Ouais, et puis surtout que sur le vélo, il y a ce phénomène de torque, donc le fait de pouvoir vraiment appuyer convenablement et envoyer sur la pédale. Surtout qu'ils avaient des épreuves assez courtes, et je pense que ça s'est bien ressenti. C'est d'envoyer du watt. C'est clair. Ok, donc du coup... Petit dernier point. Ouais, vas-y, on va parler de cas pratiques dans la programmation d'entraînement. On voulait, dans ce point-ci, on voulait simplement parler de... justement, un peu comme ce qu'on vient de faire avec le vélo, etc. On voulait juste parler de ce que nous on fait pendant un petit peu, donc c'est parler de nos points de vue, etc. Donc on va un petit peu opposer tout ce qui est trail et par exemple force athlétique ou haltéro. C'est que en fait les trails ou les longues distances, c'est vraiment des disciplines de volume, là où la force athlé et l'haltéro, c'est des disciplines d'intensité. Donc ça veut dire qu'en force athlétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est squat,
enfin, on va le dire en français, donc squat, développé couché, soulevé de terre. En haltéro, c'est épaulé jeté et arraché. Donc au final, tu fais une compète de FA, tu as 9 répétitions à faire. Donc tu as en tout 9 séries à faire. Tu fais une compétition d'haltéro, tu as 6 mouvements à faire, enfin 3 mouvements, mais 2 mouvements, mais 3 répétitions. Donc voilà, c'est très très peu, mais par contre en termes d'intensité, tu vois des étoiles, quoi. Ouais, tu vois des étoiles, tu es tout en haut de la pyramide, si je peux dire ça comme ça. Là où en trail, c'est plus sur. Ça dépend évidemment du type de trail, la longueur, etc. Mais là, tu es plus sur un sport à dominante de volume où tu vas avoir besoin de faire ça pendant très longtemps. Enfin, en trail, tu peux partir pour. On avait fait 15 km avec les cours, etc. Mais tu en avais un prof, il faisait combien de kilomètres lui? Je sais Il même faisait pas combien. 180 km. Ouais, c'est ça. Il avait fait l'UTMB. Après, voilà, il y a même dans les ultra-trailers, des gars qui te font plusieurs centaines de kilomètres. Mais c'est, en fait, à l'entendre comme ça, c'est démesuré, mais c'est vraiment le quotidien de ce genre de personnes. Et de façon hebdomadaire, ces gars-là, en fait, ils te bouffent un volume qui dépasse 2 fois les 200 km, 300 km par semaine. Voilà. Après, voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une programmation d'entraînement spécifique. Donc plus on s'approche d'une compétition d'haltéro, d'EFA, plus on va se retrouver dans des phases d'intensification où l'intensité va devoir primer. Et en trail ou dans ces compétitions-là, ce serait plutôt l'inverse. On va essayer de monter en volume progressivement pour être capable d'avoir assez de charge de travail et se rapprocher des exigences de la compétition, quoi. Ouais. Avec, bah, voilà, encore une fois, ce phénomène d'entonnoir, hein, où on va diminuer drastiquement ensuite le volume pour augmenter l'intensité ou en tout cas la maintenir à l'approche de l'échéance. Et donc si on parle d'affûtage, ça se passe comme ça. Mais voilà, encore une fois, on rentre vraiment dans le détail par rapport au sport d'endurance et sport de force. C'est peut-être mon envie aussi de vouloir développer un peu plus par rapport à ça, mais on fera sûrement un autre épisode pour discuter de tout ça, parce que c'est notre métier. Notre métier avant tout, c'est de suivre quelqu'un sur une longue durée, planifier tout ça, gérer toutes ces variables. Faut vraiment garder en tête que le volume et l'intensité, c'est la base de la préparation physique. C'est quelque chose qui revient absolument tout le temps Peu importe et à le toutes sport, les sauces. Ouais. peu importe le niveau. Ouais. Mais à toutes les sauces, en fonction du sport qu'on Ouais. va C'est clair. encadrer, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vachement intéressant. À mon avis, on reparlera peut-être ça de plus en profondeur. Là, on a essayé d'être assez globaux pour que voilà, c'est que le deuxième podcast pour que vous puissiez suivre, etc. Mais c'est sûr qu'on fera d'autres podcasts peut-être un petit peu plus poussés sur cette thématique parce que c'est vachement intéressant. Ouais. Dans tous les cas, on espère que cet épisode-là vous aura pris. Vous aura plu. En tout cas, vous aura pris avec nous pris par les tripes. Exact. En tout cas, vous aura plu. On va mettre les différentes sources qu'on a citées dans ce podcast, à mon avis, dans la description. Donc, vous pouvez retrouver tout ça. N'oubliez pas, si vous y pensez, j'espère que vous allez y penser, de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est clair. Donc, Alex, toi, répète-nous un petit peu ton petit blaze là. ACM Coaching, c'est mes initiales et coaching, voilà. Voilà. Et puis pour moi, Kamlika Coaching, c'est tout simplement mon nom de famille. Comme j'ai un nom de famille assez atypique, du coup, je l'ai foutu dans le titre. Donc voilà. Voilà, on espère que ça vous a plu. Hein. Et on se retrouvera pour un podcast 3 qui va parler de la pyramide de l'entraînement. Franchement, il ne faudra pas le louper celui-là. On a fait un truc pas mal. Ouais. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis on se dit à la prochaine du coup pour d'autres épisodes. À la prochaine. Ciao, ciao.